Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant de se lancer dans un travail quel qu'il soit, il est important de faire le point, de se situer, de définir précisément les besoins et les attentes. Et avant de se lancer dans ce travail-là, j'aimerais bien d'abord remercier mes deux collègues de travail, Mohamed Faraji et Mohamed Mili, de n'avoir épargné aucune peine et de montrer un grand zèle en dispatchant ces vidéos sur le web. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser le deuxième chapitre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo. Et vu la longueur de ce chapitre, on se contente seulement de l'analyse d'un extrait allant de Les juges au fond de la salle jusqu'à Condamné à mort, dit la foule. Alors on commence avec une lecture magistrale. Alors j'espère être tout oui. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon, et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchands de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée. Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide, mais les juges sortirent. Puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule. Bien. Après cette lecture, on passe maintenant à l'explication des mots difficiles. Alors, je vais m'arrêter sur ces 4 mots d'abord. Assesseur, rabat, blême et sentence. Un assesseur, qu'est-ce que vous entendez par un assesseur? Alors, c'est quelqu'un qui travaille au sein du tribunal et qui joue le rôle d'un juge adjoint. C'est un autre juge qui soutient et aide le juge principal dans son travail. Un rabat, ça veut dire tout simplement un ornement, généralement il est en blanc, un ornement qui a la forme d'une cravate portée par les magistrats, les juges, les avocats aussi. Blême, dit un visage blême ou livide, ou pâle, c'est pâle. La sentence veut dire tout simplement la déclaration, le jugement, l'arrêt. Quelque chose qui est sinistre veut dire tout simplement quelque chose qui fait peur. La délivrance, c'est la liberté. Et aussi le mot copieusement. On attendait l'avocat, il venait de déjeuner copieusement, c'est-à-dire il a bien déjeuné. Copieusement, c'est-à-dire bien, en grande quantité, beaucoup. La préméditation, quelqu'un qui fait un crime par préméditation, cela veut dire tout simplement que son crime était intentionnel, il a été bien calculé à l'avance. C'est ça le sens du mot préméditation. À perpétuité, c'est-à-dire à vie. On parle des travaux forcés à perpétuité, c'est-à-dire des travaux forcés à vie. Nous avons aussi le mot verdict, ça veut dire le jugement, la déclaration, la sentence, c'est le même champ sémantique. Et nous avons enfin le mot arrêt qui veut dire aussi le verdict, arrêt, sentence, jugement, déclaration, c'est le même champ sémantique. Bien, alors après avoir expliqué les mots difficiles, je vais vous poser quelques questions concernant l'heure. Alors la première question qui se pose et qui s'impose est... Bien, alors après avoir expliqué les mots difficiles, je vais vous poser quelques questions concernant l'heure. Alors la première question qui se pose et qui s'impose est la suivante. Alors dites-moi, où se trouve le narrateur? Où se trouve-t-il? D'après le texte, où se trouve le narrateur? Où se trouve le condamné? On peut dire, cette question-là présuppose une double réponse. Il y en a ceux qui vont dire qu'il se trouve au tribunal. C'est une bonne réponse. Si vous dites aussi que le condamné se trouve à Bicêtre, il se rappelle du jour où son verdict a été prononcé, aussi c'est juste. Alors elle est au tribunal. Alors
Alors dites-moi maintenant, pourquoi le condamné se trouve dans le tribunal? Pourquoi était-il dans cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il attendait? Autrement dit, qu'est-ce qu'il attendait? Bien sûr, je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir, pour répondre. Alors, il était là en attendant la prononciation de son verdict ou de son jugement. La troisième question qui se pose est la suivante. Cette scène se passe à quelle période de l'année? La prononciation du verdict, de cette sentence, il a eu vers quel mois, plus précisément, c'est vers quel mois de l'année? La troisième question qui se pose est la suivante. Cette scène se passe à quelle période de l'année? La prononciation du verdict, de cette sentence, il a eu vers quel mois, plus précisément, c'est vers quel mois de l'année? C'est, bien sûr, c'est le mois d'août. C'est le mois 8, le mois d'août, comme vous le voyez sur le tableau. Une autre question, cet incident-là a eu lieu à quel moment de la journée? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. C'était à quel moment de la journée? Est-ce le matin, l'après-midi ou le soir? Bien sûr, c'est le matin. Alors, qu'est-ce qui justifie votre réponse? Parce qu'il a dit dans le texte, une belle matinée d'août. Une belle matinée d'août, du mois d'août. Une autre question qui se pose, c'était à quelle heure? À quelle heure le verdict ou bien la sentence a été prononcée? Elle a été prononcée, selon le texte, à 8 heures du matin. Une autre question qui se pose, ça concerne les délibérations. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par les délibérations? Délibération ou bien pour parler ou conversation. Alors ce sont des concertations aussi, des concertations des juges. Ces concertations-là avaient-ils eu lieu à quelle heure? C'était pendant, bien sûr, pendant la nuit. Pendant la nuit. Plus précisément, c'était à minuit. Si je vous demande, dans le texte, on parle d'une certaine fleur jaune, d'une plante aussi. Alors la fleur et la plante, ça représente quoi pour le condamné? Que représente la fleur et la plante pour le condamné? C'est un symbole de quoi? La fleur, c'est un symbole peut-être de liberté, de l'innocence. Et les rayons de soleil, ils symbolisent quoi, les rayons du soleil? La couleur jaune de ces rayons-là, c'est l'espoir, ainsi de suite. Si maintenant, si je vous demande, quelles sont les choses, d'après ce texte-là, alors dites-moi, quelles sont les phrases ou les expressions qui marquent l'indifférence de l'avocat? Alors l'avocat, le défenseur, celui qui est censé défendre et plaider pour la liberté du condamné, se montre indifférent. Quelles sont les choses ou les phrases qui justifient ce qu'on dit? Alors la première chose, c'est que tout le monde attendait l'arrivée de cet avocat-là. Tout le monde est là. Le seul absent, c'est l'avocat. Tout le monde l'attendait. Deuxième chose qui montre l'indifférence, on dit quelqu'un qui est indifférent, ça veut dire que lui est égal, ça lui est égal que le condamné mort ou vit. C'est la deuxième justification qui montre l'indifférence de cet avocat-là. C'est quelqu'un qui vient de déjeuner copieusement, avec de bon appétit. Et il y a une troisième justification, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que vous savez quelque chose sur leur déclaration? Il a répondu, non, je ne sais rien encore de leur déclaration. Alors,
Ces trois éléments-là montrent l'indifférence de ce monsieur-là. Lorsque le verdict ou la sentence de la mort a été prononcée, l'avocat se levait, se met debout. À votre avis, pourquoi il se lève? Qu'est-ce qu'il cherchait lorsqu'il se lève en entendant la prononciation du verdict? Il quitte sa place, il se met debout. À votre avis, pourquoi ce geste? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait, peut-être, il cherchait des circonstances atténuantes. Il veut atténuer ce jugement-là, il cherche un autre jugement. Peut-être il cherchait les travaux forcés à perpétuité. Lorsque le verdict ou la sentence de la mort a été prononcée, l'avocat se levait, se met debout. À votre avis, pourquoi il se lève? Qu'est-ce qu'il cherchait lorsqu'il se lève en entendant la prononciation du verdict? Il quitte sa place, il se met debout. À votre avis, pourquoi ce geste? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait, peut-être, il cherchait des circonstances atténuantes. Il veut atténuer ce jugement-là, il cherche un autre jugement. Peut-être, il cherchait les travaux forcés à perpétuité au lieu de la décapitation ou la peine de mort. Peut-être aussi il cherchait un pourvoi en cassation. On a déjà expliqué le mot pourvoi en cassation. Alors, un pourvoi en cassation, c'est lorsque l'avocat propose au juge d'organiser une autre audience pour atténuer le jugement qu'on donne aux condamnés. On passe maintenant à autre chose. Regardez-moi ici au tableau. Alors, on commence l'analyse ou l'identification du texte par la typologie textuelle qui règne. On pourrait dire qu'il s'agit de quelle typologie textuelle? Le type du texte, c'est surtout argumentatif. Certes, il y a la description, il y a aussi la narration, mais ces deux typologies-là, et la description et la narration, sont au service de l'argumentation. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit d'un texte descriptif, narratif, à valeur argumentative. Alors, c'est l'argumentation qui règne. Alors, qui dit argumentation dit la présence des arguments. Alors, à l'instar de... La question est un argument. Les points d'interrogation, lorsque le condamné se pose des questions, c'est pour interpeller le lecteur, pour toucher ses sentiments, pour essayer de gagner sa pitié. Aussi, il y a d'autres arguments. Le silence aussi, lorsqu'il a dit ma langue resta collée au palais, le silence aussi peut le considérer comme étant un argument. Alors il y a également la frustration du condamné et son ultime désespoir après la prononciation du verdict aussi, c'est un argument. L'indifférence de l'appareil judiciaire, des juges qui donnent des jugements comme ça, comment dirais-je, à sang-froid, avec une tiédeur si entière, aussi c'est un argument. Bref, le texte est argumentatif. Et qui dit argumentatif, cela rejoint quelle tonalité? C'est la tonalité polémique. C'est la tonalité polémique. Il n'y a pas seulement la tonalité polémique, il y a également le pathétique. Parce que ici, on montre à tel point le condamné souffre, à tel point le condamné se trouve obsédé et possédé par cette idée de la mort qui hallucine et qui ne le laisse pas dormir. On passe maintenant au champ lexical qui règne. Nous avons surtout le champ lexical de l'injustice,
champ lexical de la justice. Alors les mots qui reviennent ou qui émanent de ce champ lexical-là sont avocat, juge, procureur général, préméditation aussi. Le mot préméditation, ça relève du champ lexical de la justice. Préméditation. Et d'autres mots, à l'instar de greffier, assesseur. Et d'autres mots, à l'instar de greffier, assesseur, ainsi de suite. Bien. Place maintenant aux figures de style. C'est avec quoi je vais terminer. Alors, si je vous demande de réfléchir sur cette expression-là. Une figure insignifiante et nulle. C'est une expression qui remplace qui? Qui est cette figure insignifiante et nulle qui a pris la parole? C'est le greffier. Alors on a remplacé, pour éviter la répétition, on a remplacé le mot greffier par une expression. C'est ce qu'on a dit la dernière fois à propos des figures de substitution, c'est la périphrase. C'est la périphrase. Bien. Autre figure de style. Alors, essayez de réfléchir aussi sur cette figure. Les 1000 émotions. Les 1000. Est-ce qu'on peut parler de 1000 émotions? On exagère. On est ici dans l'hyperbole. La même chose pour cette expression-là. Lorsqu'il a dit plutôt 100 fois la mort, on utilise le pluriel qui sert à exagérer l'intensité d'un fait. On est dans l'hyperbole. Voilà. Alors, je vous laisse avec cette citation de Victor Hugo. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Alors, j'espère que vous avez tiré bénéfice de cette leçon-là. Et je vous invite la séance prochaine à rédiger un plaidoyer ou un discours dans lequel vous dites non à la sentence de la mort, tout en demandant au juge de programmer un pourvoi en cassation. D'accord? Alors vous allez rédiger à la maison.